Comment faire pour rendre les citoyens plus vertueux? Une possibilité est le contrôle total, tel qu'on commence à le voir mis en œuvre dans une dictature 2.0 comme la Chine avec le fameux système du crédit social. À 18 ans, Wang Lu s'est vu attribuer une note, 1000 points, qui évolue en fonction de ses actions. En dessous d'un certain seuil, elle risque de ne plus avoir d'existence sociale. Tenez, par exemple, lui, c'est Hu Xiaodong, un combattant MMA qui a osé affirmer que ce sport occidental était supérieur aux arts martiaux traditionnels chinois. Et un grand maître s'est senti offensé et l'a donc défié dans un combat, et il s'est fait complètement poutrer. Xu Xiaodong a donc continué de clamer la supériorité du MMA jusqu'à ce qu'un second maître d'art martial l'attaque, mais cette fois-ci en justice pour diffamation. Et là, le gouvernement chinois a mis son nez dans l'affaire parce qu'on ne peut pas impunément critiquer ce qui est chinois. Xu Xiaodong a donc écopé d'une amende de plus de 50 000 € et d'une obligation de devoir s'excuser pendant une semaine sur les réseaux sociaux. Cela signifie qu'il ne sera plus autorisé à acheter des billets d'avion ou de train, ni à acheter de biens immobiliers. Il sera également interdit des hôtels, des restaurants, des boîtes de nuit, et ses enfants ne pourront pas étudier dans de bonnes écoles. Un système comme ça, c'est plutôt inquiétant, mais... Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. On doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Heureusement, si on veut que les citoyens se comportent bien, il y a une alternative à la dictature technologique. Imaginez que des gens très savants commencent à prendre le contrôle de votre environnement. Par de petites touches, de façon presque imperceptible, ils changeraient la taille de certains objets, la disposition de certains autres. Ils modifieraient les couleurs, l'agencement des lieux, l'ambiance musicale. Ils ajouteraient de petits détails ici ou là. Ils organiseraient différemment les documents que vous signez machinalement. Mais pourquoi ferait-il tout ça? Pour influencer vos décisions. Plutôt que de chercher à vous donner des raisons de changer d'opinion, plutôt que de chercher les mots qui vous persuaderaient de changer de comportement, ces savants hommes agiraient sur le contexte dans lequel vous prenez vos décisions afin que certains choix s'imposent à vous comme des évidences. C'est en cela qu'on les appellerait des architectes du choix. Mais ne vous en faites pas, si vous n'avez aucune idée de quand ils vous influencent, ni de comment ils vous influencent, il y a une chose dont vous ne sauriez raisonnablement douter. Tout ce qu'ils font, ils le font pour votre bien. Nous allons donc parler des nudges, une méthode d'influence des comportements qui se situe à un niveau subconscient, ce qui la rend particulièrement efficace. Nous commençons en effet à être habitués au levier classique de la persuasion dont nous avons précédemment parler. Un appareil critique permettant de nommer, d'identifier les techniques de persuasion lorsqu'elles sont utilisées est aujourd'hui largement diffusé, si bien d'ailleurs qu'il existe peut-être plus de contenu visant à former le public, à décrypter les discours qu'à les produire. Vous savez ce que je pense de cette tendance, je vous en ai déjà largement parlé, c'est un autre sujet. En tout cas, l'appareil critique qui s'est largement diffusé nous donne la possibilité de revenir sur nos choix, de vérifier si nous avons été persuadés sans être convaincus, de savoir si nous avons été manipulés. Mais pour ce qui est des nudges, il s'agit d'une méthode plus récente, plus apte à passer sous les radars, et le grand public commence à peine à l'appréhender. Poursuivons donc notre plongée dans l'iceberg rhétorique en passant sous la surface de l'eau. Le 8 avril 2008 paraissait l'ouvrage Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision de Richard Thaler, économiste à l'université de Chicago, et de Cass Sunstein, professeur à l'université de droit d'Harvard. Cass Sunstein est un professeur que l'on peut qualifier de progressiste, qui s'est notamment prononcé sur la nécessité de supprimer la reconnaissance légale du mariage, sur l'importance de limiter la liberté d'expression, notamment pour préserver la sensibilité des publics sensibles, et il a également pris des positions pro-impôt, notamment dans un article intitulé « Nous devrions célébrer le jour où nous payons des taxes ». Et comme c'est un format où nous pouvons prendre le temps de nous installer, je vous propose d'en lire un extrait que je
je traduis pour vous. Le jour où vous payez vos impôts, ne vous drapez pas de noir. Le jour des impôts n'est pas un jour de deuil national. Sans impôts, il n'y aurait pas de liberté. Sans impôts, il n'y aurait pas de propriété. En effet, les propriétaires fonciers sont plus profondément dépendants du gouvernement que les bénéficiaires de l'aide alimentaire. L'homme qui achète plusieurs organes de presse a davantage besoin du cadre législatif, administratif et juridictionnel que la femme qui dort sous un journal. Les Américains qui se débrouillent tout seuls ne sont pas les contribuables grincheux, mais les sans-abri qui circulent entre la soupe populaire et les grilles de métro. Ils sont plus débrouillards, car ils ont peu d'accès à l'appareil judiciaire financé par les contribuables qui pourraient les défendre contre les agressions d'adolescents avec des battes de baseball et des bidons d'essence. Les propriétaires, en revanche, ne dépendent pas seulement des services d'incendie, de police et d'une gestion compétente du registre des titres et actes. Comme les déportés du Kosovo viennent de l'apprendre amèrement, ils dépendent également des armées financées par les contribuables, composées en grande partie de citoyens à faible revenu pour protéger leurs maisons des maraudeurs ivres et impitoyables. Et le gouvernement ne protège pas simplement la propriété, il définit et attribue également la propriété, énonçant des obligations d'entretien et de réparation des propriétaires. Imaginer des propriétaires sans gouvernement, c'est donc comme imaginer des joueurs d'échecs sans les règles du jeu d'échecs. Voilà, j'espère qu'à présent vous aurez envie de chanter et de danser le jour où vous payerez vos impôts, mais petit exercice de rhétorique, je vous propose de réfuter Cass Sunstein dans les commentaires. Passons maintenant à Richard Thaler. Richard Thaler est notamment connu pour avoir reçu le prix Nobel d'économie, ou plus précisément le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, prix qu'il a reçu en 2017. Pourquoi il a reçu ce prix? Pour avoir, je cite, incorporer des hypothèses réalistes au plan psychologique dans l'analyse des décisions économiques, en explorant les conséquences de la rationalité limitée, des préférences sociales et du manque de contrôle de soi, il a montré que ces traits humains affectent de façon systématique non seulement les décisions humaines, mais aussi les mouvements de marché. Et là, vous vous dites peut-être qu'on est loin des questions de rhétorique et d'influence, mais non, accrochez-vous, on va raccrocher les wagons. Les travaux de Richard Thaler s'inscrivent dans un débat entre les économistes classiques et les économistes comportementaux. Les économistes classiques vont dire que les humains sont assez grands pour prendre des décisions tout seuls et que si on les laisse tranquillement poursuivre leurs intérêts, cela débouchera progressivement sur une maximisation des bénéfices individuels et collectifs. De leur côté, les économistes comportementaux disent « Hep, quand on regarde comment est fichu le processus de décision humain, on se rend compte que c'est bourré de bugs, donc il ne faut pas s'attendre à ce que quoi que ce soit de bon émerge de ce machin. Il faut dès lors, d'une manière ou d'une autre, mettre un peu d'ordre là-dedans, avec des garde-fous juridiques, des incitations, des compensations économiques, avec des sanctions pour dissuader les mauvais comportements. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se retrouve avec de telles machines à gaz, administratives, juridiques, fiscales, et peut-être aussi morales, que les humains risquent de perdre leur liberté, leur créativité, leur esprit d'initiative. Ce serait donc intéressant que l'on dispose d'un moyen d'orienter en douceur les individus vers de meilleures décisions pour eux comme pour le groupe, sans toutefois hypothéquer leur liberté. Et c'est ça la promesse du nudge que l'on pourrait traduire par coup de pouce. Plutôt que de vous imposer une décision, on va changer le contexte dans lequel vous prenez votre décision, pour rendre la bonne décision ou le bon comportement plus saillant. Un exemple de ça que les auteurs nous donnent dans leurs livres est une expérience qui a eu lieu dans des cantines scolaires. On a pu largement améliorer la qualité des repas des étudiants en changeant l'agencement des plats et des aliments dans la cantine. Par exemple, en mettant les fruits et les légumes à hauteur des yeux et les frites moins en évidence. Et ce qui est intéressant, c'est que cette méthode, ce changement au niveau de l'environnement dans lequel les gens font leurs choix, marche beaucoup mieux que d'essayer de les convaincre et de les persuader par des mots. Un autre exemple frappant de ce procédé est cette petite mouche que l'on voit parfois dans le fond des urinoirs. Cette technique a permis de réduire de 80% les dépenses de nettoyage pour les toilettes des hommes, tout simplement parce que cela déclenche un réflexe psychomoteur qui nous pousse à viser la mouche, alors que les messages du type « prière de laisser cet endroit dans l'état où vous l'avez trouvé » n'ont pratiquement pas d'effet. Les gens n'ont pas été forcés à changer leur comportement, ils sont toujours libres de manger des pizzas aux frites ou de faire l'hélicoptère dans les toilettes, ils sont simplement orientés en douceur vers un meilleur comportement, sans qu'ils n'aient conscience de rien. Et dans un ouvrage intitulé « Pourquoi le nudge ?», Cass Sunstein dessine le portrait d'un nouveau modèle de société où nous serions continuellement orientés en douceur vers le bon choix pour notre bien. Cette société, il l'appelle
paternaliste libertarienne. Paternaliste car elle repose sur l'idée que dans des domaines comme les finances personnelles, la santé, l'alimentation, l'écologie, la vie en société, les experts, mais aussi les gens de bon sens, peuvent s'accorder sur ce qu'il est bon de faire. Tout le monde voudrait mieux manger, mais notre satanée nature nous empêche de le faire. Nous avons donc tout intérêt à créer un environnement où nous serions naturellement inclinés vers le meilleur choix. Et ce modèle est libertarien dans le sens où la liberté, nous dit-il, est préservée. Nous avons toujours le choix, mais maintenant, le mauvais choix nous demande plus d'efforts que le bon. Par exemple, peu de gens font la démarche de léguer leurs organes, mais si le legs d'organes devient le choix par défaut, cela demandera désormais un effort de ne pas léguer ses organes. Est-ce bien éthique ? C'est là que Sustain prend ses distances par rapport à John Stuart Mill, l'un des plus grands penseurs libéraux. Stuart Mill écrivait notamment « Dès que la conduite d'une personne est préjudiciable aux intérêts d'autrui, la société a le droit de la juger, et la question de savoir si cette intervention favorisera ou non le bien-être général devient un sujet de discussion. Mais il n'y a pas lieu de débattre de cette question lorsque la conduite d'une personne ne touche que ses intérêts propres, ou ne touche les intérêts des autres que parce que les autres le veulent bien, toutes les personnes intéressées étant d'un âge mûr et douées d'une intelligence ordinaire. En pareil cas, on devrait avoir liberté complète, légale et sociale de faire toutes les choses à tous les risques. En somme, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais Cass Sustain n'est pas d'accord. Dès lors que l'on a collectivisé la santé, l'éducation, et que nous respirons le même air et marchons sur la même terre, pourquoi prendre le risque de la liberté individuelle ? Et c'est ainsi que les nudges ont commencé à fleurir. Plusieurs fois par jour, nous sommes pris par la main, gentiment orientés vers le meilleur choix. Et il n'y a pas de mal à ça, vu que c'est pour notre bien, n'est-ce pas ? Il reste que s'il y a bien une chose que les humains font encore spontanément, c'est douter des évidences. Je voudrais donc vous donner un exemple d'article qui soulève quelques zones d'ombre avec la politique du nudge. Ce qui distingue le nudge tient à ce que son caractère insidieux réduit la possibilité de remettre en question le bien fondé du comportement incité. Lors de la diffusion des campagnes d'information, il est possible de refuser de les regarder ou de se laisser influencer. C'est l'autorégulation. Or, on ne peut réguler que ce qui se voit, et le nudge ne se voit pas, c'est ce qui fait son efficacité. Puisque le nudge est insidieux, comment réguler ou résister à la norme ou à la valeur imposée ? Or, même une valeur qui semble aussi consensuelle que la santé n'est pas absolue. Un individu peut faire des choix réduisant son espérance de vie. Le nudge l'incitant à modifier son comportement s'appuie sur une représentation de la santé biomédicale, éviter les maladies, alors qu'elle pourrait se définir de manière plus positive. Des choix contributifs au bien-être et à l'autonomie. Enfin, il existe le risque, par implémentation large du nudge, de diviser les individus en catégories. Ceux qui décident des bons comportements, experts ou savants, ceux qui s'y conforment sans que leur avis ne soit sollicité ni en amont ni au cours du nudge, et enfin les résistants. En effet, l'architecte de choix met en place un environnement conforme aux valeurs majoritairement acceptées, peut être à l'encontre de celles d'une minorité de la population. Pour cette minorité, implicitement orientée, il y a une interférence avec son indépendance et sa capacité d'autorégulation. Dans le cas d'une société qui exercerait via le nudge ce type de pression sociale dans toutes ses composantes, s'instaure alors une forme insidieuse de contrainte sociale généralisée. À cette mise en garde face au développement d'une société du nudge, j'ajouterai une préoccupation que je qualifierais d'humaniste, issue donc d'un courant de pensée qui a la foi dans la capacité de l'homme à se saisir de sa perfectibilité. Quelle leçon peut-on tirer d'une décision que l'on n'a pas vraiment prise ? Pour apprendre, l'homme doit buter, tomber, faire des erreurs, prendre de mauvais chemins et en tirer les leçons. Et oui, c'est vrai, certains apprennent plus vite que d'autres, ce qui va créer de grands écarts à l'arrivée. Mais en faisant les bonnes rencontres, en étant exposé aux bonnes idées, en étant motivé, encouragé, chaque individu peut parvenir à faire un petit peu mieux aujourd'hui qu'hier. Mais encore faut-il que l'individu ait la possibilité d'exercer le muscle de sa volonté. Or, s'il n'y a plus de tentation, on ne peut pas apprendre à résister. Pour autant, je vous conseille vivement de dévorer la littérature sur les nudges, pour apprendre à les repérer et ainsi retrouver votre marge de manœuvre. On me demande de marcher dans les clous, mais est-ce vraiment ce dont j'ai envie ? Dans cette réflexion, vous pouvez penser au bien collectif, mais vous
pouvez aussi refuser de le faire. C'est l'existence de cette alternative qui fait que l'éthique peut être mise à l'épreuve et donc se développer. Croire que l'on va bâtir une société meilleure en supprimant la possibilité de l'erreur est une dangereuse illusion qui peut nous mener vers la dictature du bien, ce qui risque de mal tourner. Nous voilà donc arrivés au fond de cette troisième couche de l'iceberg. Et c'est à partir de là que les choses sérieuses vont vraiment commencer.